Ce podcast a été réalisé en collaboration avec Beboost. Sport, santé au féminin. Experts et passionnés réunis pour explorer les bienfaits de l'activité physique pour les femmes à tous les âges. Endométriose, grossesse, postpartum et ménopause. Mettre les femmes en mouvement à toutes les étapes de leur vie. Sport, santé au féminin. Bonjour. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons de réécouter les interventions du colloque Sport Santé au féminin qui a eu lieu en décembre 2024 et qui a été co-organisé par le réseau Sport Santé, l'ARS, l'URPS Sage-Femme et la Dragesse de Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce 5e podcast, nous vous proposons une séance plénière sur endométriose et activité physique adaptée avec Anne Mandel, gynécologue obstétricienne à la Polyclinique de Franche-Comté. À vous tous pour me permettre de vous présenter un sujet que je connais bien, l'endométriose, sur une base que je connais moins bien, l'activité physique adaptée, sur la physiopathologie de l'endométriose. Néanmoins, je trouve que ce sujet est extrêmement important puisque en tant que médecin, gynécologue et médecin spécialiste de la reproduction, on est plus à même de prescrire des traitements médicamenteux, voire même d'aller jusqu'à la chirurgie. Et ce qui est très important, c'est la prise en charge globale de la patiente avec l'activité physique, entre autres, et psychologique, avec tous les autres intervenants kinés qui nous permettraient de prendre mieux en charge l'endométriose. Donc on commence par la définition de l'endométriose, c'est pas facile. L'endométriose, en quelques mots, c'est une affection chronique qui est caractérisée par la présence de cellules endométriales, donc les cellules de la muqueuse de l'utérus, à l'intérieur de la cavité de l'utérus, qui se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, qui concerne 10% des femmes diagnostiquées, donc ça veut dire qu'on est plutôt sous-évalué, et qui ont 70% des patientes présentent des symptômes. Ça veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas diagnostiquée parce qu'elle ne présente pas de symptômes. Les symptômes majoritaires sont les douleurs menstruelles qu'on appelle dysménorrhée communément, les dyspareunies, les douleurs au moment des rapports profondes, superficielles, et puis les douleurs chroniques mal systématisées. Alors, le titre, c'est l'impact de l'activité physique sur la physiopathologie de l'endométriose. Donc, je me devais de vous présenter un petit peu la physiopathologie de l'endométriose. C'est pas très lisible, je m'en excuse. On va présenter les différentes théories. Il y a différentes théories de l'endométriose. Malheureusement, on ne peut pas dire l'endométriose c'est dû à ça, point. Non, il y a différentes théories. La théorie qui est communément développée et connue, c'est la théorie du reflux des menstruations, le reflux, les menstruations rétrogrades, qui a été décrite par Samson en 1927, donc ça remonte quand même assez loin. Voilà, c'est le reflux des règles par les trompes. Et ça représente quand même 90% des femmes. Mais sur ces 90% des femmes qui présentent un reflus, il n'y a que 10%, entre guillemets, que 10%, qui vont avoir l'endométriose. L'autre théorie, et c'est toutes des théories qui sont plutôt imbriquées qui sont imbriquées qui sont imbriquées entre elles. La théorie métaplasique, donc c'est la transformation en fait. C'est qu'une cellule endométriale va se transformer en un autre type de cellule avec des facteurs environnementaux et des facteurs inflammatoires et hormonaux. Ensuite, on a la théorie de la dissémination lymphatique. Les cellules migrent. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des localisations, non seulement dans la cavité péritonéale, mais on peut même en avoir jusqu'au cerveau. Ensuite, on a la prédisposition génétique. Alors, il y a des patients qui vont nous dire « Oui, dans ma famille, j'ai de l'endométriose. Est-ce que c'est héréditaire ?» Il y a des prédispositions génétiques. On ne peut pas dire c'est héréditaire. Il y a des prédispositions génétiques et aussi des facteurs immunologiques.
Alors ça, c'est une diapositive qui a été reprise par, c'est Chaperon. Chaperon, il est plutôt connu dans notre milieu en médecine de la reproduction et en endométriose. Il travaille à Paris et il a fait beaucoup de publications sur l'endométriose. Et là, il reprend la physiopathologie et la chronologie depuis la puberté avec la mise en route des règles et puis tous les facteurs de la physiopathologie qui vont intervenir avec l'inflammation, la néo-angiogénèse, la fabrication de nouveaux vaisseaux, la fibrose qui va entourer une grosse partie de la physiopathologie, avec des prédispositions génétiques et des facteurs épigénétiques. Tout ça va avoir un rôle également au niveau obstétrical, mais ça, je ne développerai pas. Je passe, ça c'est une autre diapo de De Ziegler, qui est aussi quelqu'un que l'on connaît bien dans le milieu, beaucoup plus récente. Et là, ça va permettre plus largement de montrer l'impact de la physiopathologie en termes d'expression clinique, au niveau de la cavité péritonéale et au niveau utérin. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver au niveau de l'endométriose différentes types d'endométriose. On va classer en gros en 3 types d'endométriose. L'endométriose profonde avec une infiltration des tissus de plus de 5 mm qui vont se manifester par des nodules plus ou moins importants, avec des adhérences qu'on appelle serrées, avec une modification du coup de la structure anatomique des organes qui ont des impacts sur la douleur, mais ça on verra un peu plus tard. Au niveau de l'ovaire, on va avoir ce qu'on appelle l'endométriose ovarienne avec des kystes au niveau de l'ovaire. Et ça, nous, en fertilité, on n'aime pas trop. Ça a un impact sur alors, la qualité ovocytaire, entre autres, mais la réserve ovarienne et puis avoir un rôle en termes de fertilité. Sachant qu'en fertilité, nous, en consultation de fertilité, c'est des patientes que l'on connaît bien puisque ça représente plus de 20% de nos patientes. Encore une fois, 20% diagnostiquées. Et enfin, à l'intérieur de l'utérus, on a ce qu'on appelle l'adénomiose. L'adénomiose, c'est en fait l'endométriose interne avec des cellules de la muqueuse utérine qui se retrouvent dans la paroi musculaire de l'utérus. On a le troisième type d'endométriose, c'est l'endométriose superficielle. Alors celle-là, c'est pas simple. L'endométriose superficielle, elle ne se voit pas. Elle se soupçonne, mais elle ne se voit pas ni en échographie, ni en IRM. L'endométriose se voit de facto quand on est en célioscopie et on remarque effectivement des cellules endométriales avec une infiltration de moins de 5 mm. Donc du coup, ça reprend par rapport aux différentes théories pour bien comprendre sur quoi l'activité physique va agir. Donc, on a déjà l'implantation des cellules endométriales qui se retrouvent en dehors de la cavité de l'utérus avec une activité de cellules endométriales. Pendant les règles, ça saigne et ça fait mal. Avec une prolifération du coup qui va être en mode cercle vicieux avec l'implication des œstrogènes qui vont proliférer et puis avec l'inflammation chronique qui va s'installer avec une réponse inflammatoire, ça va libérer des cytokines, des facteurs de croissance, le VEGF, avec la fabrication d'une néo-angiogénèse, avec le recrutement de tous les acteurs que l'on connaît bien dans l'inflammation, les cellules immunitaires aussi, et tout ça favorise les adhérences et l'inflammation. La néovascularisation qui va alimenter et empêcher le court-circuit de l'endométriose, et la fibrose et les adhérences dont je viens de parler. Tout ça altère, et là on a bien compris, la qualité de vie des patientes, et plus ou moins à grande échelle. Il y a autant d'endométriose que de patientes. C'est-à-dire qu'on a chaque patiente a sa propre endométriose. Il n'y a pas de corrélation entre la gravité et l'étendue, l'intensité de l'endométriose et le ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont avoir des pelvis absolument blindées d'endométriose et pourtant elles se plaignent assez peu. Et inversement, il y a des femmes qui présentent même, entre guillemets, une endométriose superficielle et qui vont avoir de très fortes douleurs, des très grandes manifestations cliniques avec un retentissement sur leur vie professionnelle et fonctionnelle.
C'est pour ça qu'aussi que le diagnostic, il reste toujours assez long. Le diagnostic, il met entre 7 et 8 ans pour diagnostiquer l'endométriose, d'où le rôle extrêmement important de la prévention, d'en parler à l'initiale avec le rôle des sages-femmes, les médecins généralistes, les gynécologues et toute cette organisation autour des centres experts. Le but dans l'endométriose, et c'est bien là tout l'enjeu, c'est d'abord traiter la douleur. Très clairement, c'est d'abord traiter la douleur avec des antalgiques. Après, c'est des traitements hormonaux et chirurgicaux. Mais voilà, mais pas que, évidemment. Et le but aussi, c'est de réduire l'inflammation pour casser ce cercle vicieux avec des approches non invasives et non pharmacologiques. Et c'est là où l'activité physique entre en jeu et est extrêmement intéressant. Alors, quelles sont les études sur le bienfait? Parce que du coup, là, c'est l'impact de l'activité physique sur la physiopathologie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prouver que l'activité physique a un réel impact sur l'inflammation, la néoangiogénèse, la douleur, les acteurs de la douleur dans l'endométriose. Donc il y a beaucoup d'études. Il y a des études récentes, il y a des études plus ou moins anciennes, et il y a un petit peu de tout. Ce qui est très difficile dans ces genres d'études, c'est les critères principaux, les critères secondaires, c'est quel est le type d'activité physique, la fréquence, comme on a vu dans la prescription. Nous, en tant que professionnels de santé, je suis archi pour prescrire, évidemment. Ça donne un réel rôle à la prise en charge que l'on peut donner à nos patientes, mais on n'est pas assez formé, très clairement, on n'est pas assez formé sur je mets quoi sur mon ordonnance? Ok, activité physique, renforcement musculaire, le volume, l'intensité, la fréquence, la progression aussi, c'est pas si facile que ça, mais encore une fois, je pense qu'on manque tout simplement de prévention et de formation. Donc ces études, c'était pas facile à mettre sur papier le réel impact de l'activité physique. Alors il y a certaines activités qui ressortent. Nous, c'est ce qu'on dit aussi communément. Moi, en cabinet, je prescris. Enfin, je prescris. Si, j'aimerais bien. Le yoga, les renforcements musculaires, les pilates, la sophro aussi en fait partie, mais ça c'est un autre débat. Et ces études que je vais vous présenter, c'est pas trop détaillé, justement. C'est pas détaillé sur le type d'activité. Alors, la première étude, c'est une méta-analyse. La méta-analyse, en fait, c'est un regroupement d'études pour augmenter la puissance et l'impact après au niveau du rayonnement de l'étude. Là, c'est vraiment sur les effets de l'activité physique sur les symptômes de l'endométriose. La douleur, principalement. L'exercice régulier sur les douleurs pelviennes, les activités aérobiques. Mais encore une fois, comment on décrit les exercices réguliers? Ça veut dire quoi régulier? Voilà, on est toujours dans le même schéma. La deuxième étude, c'est une étude de 2020 sur les avantages potentiels, mais encore une fois, ça se mouille pas, c'est potentiel. On sait bien que l'activité physique a un rôle, mais encore une fois, il faut le prouver. Ensuite, alors c'est pas exhaustif évidemment, j'en ai sélectionné quelques-unes. En 2023, alors c'est pas Aurélie, c'est SAC, c'est une étude suisse multicentrique. Donc encore une fois pour augmenter la puissance de l'étude sur les femmes atteintes d'endométriose qui pratiquent moins d'activité physique. Du coup, ça a un réel impact sur leur vie quotidienne. Ensuite, pareil, c'est une étude de 2020 sur l'inflammation associée à l'endométriose. Voilà, ça montre les bienfaits. On en a plein comme ça. Je vous ai sélectionné quelques-unes, mais en fait, on en a beaucoup. Et puis enfin, Ferreira, en 2019, alors lui, il a beaucoup travaillé sur le développement des cellules fibromusculaires. Lui, il montrait vraiment l'impact. Je crois que c'est lui qui a montré l'impact. Ouais. Myokines, les fibros, oui, c'est ça, les myokines. Alors,
Tout ça, ça s'inscrit dans un plan d'action du gouvernement. Je rappelle qu'en 2022, il y avait la stratégie du gouvernement avec un budget pour la santé des femmes, dont une partie a été allouée pour l'endométriose. Un budget de 30 millions sur 5 ans. Ça, c'est vraiment pour la santé des femmes et des couples. Ce qui a été développé beaucoup, c'est la prévention et l'accessibilité. Il faut que les professionnels de santé soient déjà sensibles à l'endométriose. On entend encore bien trop souvent des professionnels de santé ou des patientes qui viennent nous voir en disant « moi, on m'a dit que c'était normal ». Et malheureusement, en fait, encore une fois, on entend trop souvent ce discours « moi, on m'a dit que c'était normal d'avoir ses règles, d'avoir mal pendant ses règles ». Oui, mais non, en fait. Non, c'est pas normal de ne pas pouvoir aller travailler à cause des douleurs de règles. Donc, la prévention, elle commence déjà par la sensibilisation des différents professionnels de santé. Sages-femmes, médecins généralistes. Et nous, les gynécologues, si on n'est pas sensibilisés à ça, on passe complètement à côté. Et après, c'est l'orientation. Et ça, c'est super important. Il y a une mise en route sur l'orientation, à qui on adresse, à des centres experts. Le centre expert, c'est le CHU de Besançon, dont j'ai vu Aurélie Berdin, qui est dans la salle, que je salue, voilà, qui est vice-présidente de l'association de Bourgogne-Franche-Comté sur l'endométriose. Donc voilà, j'axais vraiment sur la prévention et l'information. Et je trouve que ces congrès-là, ces rencontres sont extrêmement importantes. Donc je vous remercie pour cette invitation. Et vraiment, l'accès, c'était pas facile ce sujet parce que l'activité physique sur la physiopathe, voilà, il faut prouver. Même si on est convaincu à la base, il faut prouver. Donc ça, je reprends et faites les grandes lignes. L'accès au diagnostic, l'accès aux soins avec les différents acteurs. Il faut que cette sensibilisation, le réflexe endométriose. Alors, il ne faut pas que ça soit non plus un fourre-tout. Je suspecte l'endométriose. Allez, bam, IRM. Une IRM normale ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endométriose profonde ou ovarienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose superficielle. Donc moi, j'ai des patientes qui me disent « c'est bon, j'ai mon IRM qui est normal ». Ouais, mais la nana, elle souffre, elle a mal. Donc moi, je ne perds pas de vue à l'esprit qu'il y a peut-être de l'endométriose superficielle. Peut-être que voilà, je serai amenée à l'opérer pour enlever l'endométriose superficielle. Voilà, l'amélioration des traitements médicamenteux, certes, on n'a pas énormément de nouveautés en médicamenteux, et la chirurgie, la cilioscopie, ok, très bien, mais je pense qu'effectivement, le réel impact de l'activité physique est là vraiment au centre et au cœur de notre prise en charge sur l'endométriose. Le bien-être, les femmes se sentent comprises, se sentent écoutées, ne se sentent pas banalisées, j'ai de l'endométriose, ok, pilule. Bon, non, il y a aussi autre chose, et il y a des femmes qui souhaitent aussi autre chose, et ça, il faut l'entendre. Enfin, je fais juste une petite note sur l'ALD. C'est pas très clair en fait, mais l'endométriose est inscrite à l'ALD hors liste. Ça veut dire qu'elle n'est pas sur l'ALD 30. Ça veut dire qu'il faut en souffrir de manière chronique avec des effets graves. Et ça, parfois, on a du mal à justifier la prise en charge à 100% de l'endométriose parce que, comme je vous ai dit, elle peut ne pas être extrêmement développée localement, mais les patientes peuvent en souffrir tout autant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir développer, l'ALD 30 pour l'endométriose. Voilà, je vous remercie. Moi, je vous remercie de cette intervention. Merci, et puis, je remercie aussi l'initiative de ce colloque pour qu'on se rencontre. J'ai plusieurs petites remarques, mais je crois vraiment que tout ce qui nous anime tous, c'est d'être engagés auprès de ces femmes qui souffrent et effectivement de se rencontrer, c'est aussi une manière de rester engagé dans tout ça et que c'est long et qu'on a besoin aussi d'être égalitaire, à voir le nombre de femmes qu'il y a dans cette assemblée aujourd'hui. On a peut-être envie de porter le message plus loin que ce qui se passe ici, mais c'est déjà super. C'est vrai que sur le côté qu'est-ce qu'on met sur la prescription, je crois que vraiment les kinés que je suis sont des personnes ressources pour justement réaliser un bilan, un diagnostic et justement pouvoir donner une ligne d'action sur le mouvement. Et en fait, c'est vraiment un changement de paradigme dans la prise en charge de ces patientes qui souffrent, mais
d'une manière générale aussi, finalement, dans le monde médical, d'oser proposer autre chose que de la chimie. C'est ça. Et sur l'endométriose, moi j'ai encore des patientes, j'en pense à une en particulier là, qui a 20 ans, qui est sous morphinique. Quand on sait les conséquences au niveau centralisation de la douleur, c'est absolument incroyable. Mais voilà, il faut construire pour la sortir de ça, donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que moi, les gens... Il y en a pas mal qui me connaissent ici. J'ai l'art de retrouver toutes les patientes qu'on ne sait plus comment prendre en charge. Donc, j'ai des situations pas faciles. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce changement de paradigme d'oser proposer du mouvement, de la physio, de la thérapie manuelle en première intention, avant de proposer des traitements chimiques. Donc, je crois que là, du coup, on se rejoint bien. Donc, c'est super. Ouais. Et par contre, ça, il faut effectivement que le discours il aille beaucoup plus loin que les gens qui sont ici. Donc, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, il faut commencer par là. C'est vrai que l'endométriose, c'est pas... moi, ça fait 20 ans que je prends en charge les douleurs périnéales. Et ça fait peu d'années, finalement, que j'ai ce flot de patients qui arrivent pour l'endométriose. Donc, je ne pense pas que l'endométriose soit nouvelle. Mais finalement, ce qui est nouveau, c'est d'écouter les femmes, d'entendre leurs douleurs. Et je suis effectivement convaincue qu'il faut qu'on les croie. Et qu'effectivement, dans les professionnels de santé, maintenant, il y a pas mal d'actions qui sont faites pour écouter ces douleurs. Mais on a toujours envie d'avoir des solutions. Et on n'a peut-être pas de solution, en fait. On s'inscrit dans un chemin thérapeutique, on s'inscrit dans un accompagnement pour voir comment elles vont pouvoir s'engager avec cette pathologie-là. Et on est là pour les aider. Mais effectivement, pour ça, il faut que nous, on soit convaincus de leur douleur et il faut qu'on soit convaincus et de les croire. En fait. Il faut qu'on soit là et surtout, il faut qu'on ose les croire. Et c'est vrai que moi, je suis très engagée pour ça dans ma profession. Dans la chanson, on a fait des actions parce que j'ai une autre vie à côté de la kiné. Mais effectivement, c'est vraiment pour parler de cette douleur et croire cette douleur. Et je crois que c'est ça qui est très important au niveau des médecins, de les croire et d'oser aussi dire qu'on ne va pas tout de suite trouver une solution dans la douleur et que finalement, cette douleur, comment on peut l'intégrer dans sa vie, qu'est-ce que cette douleur va procurer comme autre engagement dans sa vie pour aussi trouver d'autres plaisirs et finalement c'est en trouvant d'autres choses qu'on va pouvoir peut-être canaliser cette douleur. C'est toute la difficulté de cette maladie qui est chronique. Voilà. C'est chronique, donc ça ne va pas se régler comme ça, on peut arriver à soulager, mais c'est chronique, donc c'est des patientes qu'il va falloir revoir, qu'il va falloir accompagner, qu'il va falloir écouter, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui aggrave, voilà, et c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, et de patience, et d'empathie, et d'engagement, etc. Donc effectivement, voilà. Mais je pense que c'est vraiment le discours, c'est de doter la chimie en première intention et de mettre en place effectivement du mouvement, de la kiné. Mais elles sont surprises parce que c'est vrai que les patientes, quand elles viennent voir un gynécologue, médecin de la reproduction, mais je suis quand même gynéco avant tout, elles attendent en fait quelque chose. Elles viennent et si parfois elles ont déjà les choses en place, elles disent non, il faut qu'on mette autre chose. Mais elles sont dans la demande. Clairement, qu'on réponde à la douleur. Et ça, c'est pas toujours facile. Il y a une énorme pression aussi sur les professionnels de santé en disant, voilà, j'ai ça, maintenant il faut que je sorte et que j'ai plus mal. Parfois, ça prend du temps. C'est un accompagnement, il faut revoir, il faut se tromper, il faut chercher, mais ça prend du temps et on est aussi victime de notre propre échec où quand la patiente, il y a quelque chose qui va très bien marcher sur une patiente et puis sur l'autre, mais pas du tout. Et ça, il faut savoir se remettre en question et c'est toute la difficulté de l'endométriose, comme j'ai dit, il y a autant d'endométriose que de patientes. Voilà, chacune a sa propre endométriose et son propre rayonnement, si je puis dire, sur le plan professionnel et fonctionnel et sexuel et fertilité. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire et que ça résume un peu tout le topo que tu as fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses qui ont d'énormes répercussions ou pas sur la qualité de vie en fonction des femmes et qu'il va falloir s'adapter à chaque femme pour répondre correctement à sa demande. Oui, et pour ça, il va falloir avoir une offre de soins qui est structurée. On a bien compris que sans politique publique, on ne peut absolument rien faire. Donc, la stratégie nationale a été quand même très, très aidante pour la prise en charge de l'endométriose. Ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment des déclinaisons régionales et territoriales en fonction des acteurs présents sur les territoires. On voit bien qu'il y a quand même aussi des disparités énormes sur les territoires
en fonction des lieux d'habitation. Donc, il faut s'adapter complètement aux territoires qui sont les nôtres et puis s'appuyer sur l'ensemble des compétences qu'on peut observer dans cette salle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'absolument tous les acteurs pour réussir à proposer une prise en charge adaptée aux besoins de chacune des patientes. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment rester dans une offre de soins qui est très structurée, que les choses ne soient pas éparpillées. Et l'avantage, et un des grands avantages, je trouve, de ce colloque, c'est de permettre à des gens d'horizons différents de se rencontrer et de se dire comment on peut faire ensemble pour structurer quelque chose. C'est un travail en réseau, comme tu dis, Stéphanie. C'est un travail en réseau et le réseau est très important. Mais je trouve je ne parle pas de la Bourgogne-Franche-Comté, je vais parler de la Franche-Comté. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ouais. On commence à être plutôt bien organisé et je trouve que ce qu'il faut toujours retenir, c'est que l'offre de soins, par exemple, qui est proposée en endométriose avec une classification des intervenants en fonction des besoins des patientes, c'est-à-dire des praticiens de premier recours, puis de deuxième recours, puis de troisième recours, doit absolument être respecté pour que chacun puisse donner le meilleur de ce qu'il a en fonction des besoins de la femme. On ne peut pas intervenir toujours en tant que troisième recours alors que la patiente n'a pas eu déjà de premier recours. Le problème, c'est que ces femmes sont dans des urgences. Elles sont dans des urgences de prise en charge parce qu'elles ont eu une errance médicale extrêmement longue et qu'elles n'en peuvent plus de souffrir. Et pour ça, on va pouvoir avoir des réponses multiples. Et alors, je spoil un petit peu la suite. Enfin, non, je vais faire une transition pour la suite avant de vous laisser peut-être l'accès aux questions. C'est aussi cette offre qu'on a proposée de l'hôpital de jour dont vous parlera tout à l'heure Séverine. Voilà. Oui, vous n'avez pas parlé de prise en charge diététique, mais ça en fait partie. Pour le côté carrément. De l'inflammation. La diététique, la nutrition est énorme dans la prise en charge avec l'inflammation qui va vraiment la nutrition sur l'inflammation. C'est un oubli, je m'excuse. Mais je l'oublie pas en temps général. Donc, voilà. Mais effectivement, il faut qu'on en parle, la nutrition, la diététique, mais avec le sport aussi. Mais c'est pas le tout de dire bon allez, faut faire du sport. Nous regardez, allez, maintenant il faut manger mieux. Ah ouais, mais là il faut tout revoir. Et du coup, je leur dis, vous pouvez pas faire ça toute seule. Vous êtes obligés d'être aidés par des professionnels, les diététiciens, les nutritionnistes. Ça c'est méga important. Il y a des patientes qui voient réellement leur douleur, leur inflammation. Il y a vraiment une amélioration de leur qualité de vie avec la nutrition et ça, on le voit mais tous les jours. Très clairement. Du coup, est-ce que c'est fait en systématique, l'orientation vers des consultations? Moi, systématiquement. Voilà. Parce que pour le coup, l'inflammation, elle est là et il faut quand même pouvoir... de toute façon, elle est là. Donc, on sait, il y a des femmes qui disent, mais ça, c'est dans toutes les pathologies chroniques. Elles savent, elles arrivent à percevoir qu'il y a certains aliments où elles se sentent pas bien, ballonnement, enfin, voilà. Mais elles pensent que c'est normal. Non, en fait, l'alimentation a un réel rôle dans l'inflammation des cellules endométriales de la cavité péritonéale. Donc, c'est hyper important. Ouais. Bien sûr. C'est une question pour la kiné, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre thérapie manuelle, kiné viscérale, enfin bon, tout ça, on aimerait mettre en place pour l'endométriose. Et surtout, nous, comme prescripteurs, qu'est-ce qu'on doit écrire sur l'ordonnance? Parce que j'avais fait des petites ordonnances comme ça et la dame m'a dit, il n'y a pas de prise en charge, je ne serai pas remboursée par la Sécu et du coup, je ne le fais pas. Donc, comment faut-il le faire? On va faire très rapidement. On va parler kiné. On va en parler après. Mathias va tout vous expliquer côté kiné. Donc, Mathias, pardon. Il n'y a pas de difficulté. Non, mais très rapidement pour que tout le monde reste pas dans Je ne vais pas rentrer dans le détail de la kiné viscérale, de la thérapie manuelle, etc. parce que c'est un vaste sujet, un vaste débat très intéressant, mais qui prendrait beaucoup trop de temps. Mais clairement, je crois qu'il y a des professionnels sur la Bourgogne-Franche-Comté avec le réseau Endo-BFC aujourd'hui qui sont référencés pour savoir prendre en charge et être formés pour prendre en charge les patients atteints d'endométriose. Sur les prescriptions, maintenant, on peut mettre deux choses. Tu me rediras, Delphine, si je me trompe, mais du coup, on peut mettre prise en charge pour de la rééducation périnéale et une prise en charge pour rachis et 4 membres. C'est ça, pour qu'il y ait deux actes différents. Personnellement, en fait, je ne me réfère pas à ce qui est marqué sur les ordonnances dans mon quotidien, parce qu'autrement, je m'en sors pas. Donc les gens, ils arrivent et avec l'ordonnance qu'ils ont, je fais ce que moi, je pense qui est bien. C'est comme ça que je pratique. Mais effectivement, dans les clous, on peut mettre 2 actes sur l'ordonnance ou faire 2 ordonnances pour justement que le kiné puisse avoir un peu plus de temps avec la patiente.
Donc, quand c'est dans le cadre d'un ALD, c'est pris en charge. Quand c'est pas dans le cadre d'un ALD, c'est des prises en charge classiques Sécu plus mutuelle. Effectivement, les kinés qui pratiquent des actes spécifiques de thérapie manuelle vont avoir tendance à facturer des choses éventuellement en nomenclature qui ne seront pas forcément remboursées, mais qui sont de plus en plus remboursées par les mutuelles. Et voilà. Mais si vous voulez qu'on en parle plus en détail, on pourra. Mais je pense que Mathias va peut-être nous compléter tout ça. Bonjour, je voulais savoir, alors j'ai bien compris qu'il y avait qu'il y avait encore des recherches sûrement à faire. Est-ce qu'il a été détecté des éléments de prévention pour éviter que l'endométriose se développe ou pas? Mais je pense que ça paraît tellement complexe que je ne suis pas sûre que... C'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'en fait, je ne vais pas faire la Fayette, mais en fait, l'activité physique, je pense que c'est déjà en elle-même une prévention avec la sédentarité, avec la malbouffe, je reprends la nutrition. Je pense qu'en fait, la prévention, elle est déjà là. On en diagnostique peut-être de plus en plus. Il y a un réel impact sur l'infertilité, mais... c'est pas que ça à l'origine de la fertilité, mais je pense que déjà prendre globalement un bon état de santé physique, nutrition, c'est déjà en fait de la prévention, parce que il va y avoir moins de douleur. Alors est-ce que ça va ralentir? Ça va pas empêcher la maladie. Ce qui peut l'empêcher, c'est le développement, c'est la prolifération, c'est jouer sur la néoangiogénèse comme on a vu. En fait, c'est jouer sur des petites étapes de la physiopathe. Mais ça ne va pas empêcher. Voilà. Ça ne va pas empêcher le fait qu'elle est là, mais ça va jouer sur la douleur, sur sa qualité de vie, en fait. On va prendre une dernière question avant la pause. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'à la table ronde, après, on va encore parler beaucoup d'endométriose, et surtout d'endométriose avec activité physique, puisqu'on aura vraiment des gens qui vous ont parlé vraiment... une patiente, des gens qui font de l'APA avec des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc une dernière question et après on fait la pause. Bonjour, vous évoquiez plutôt l'impact que l'endométriose pouvait avoir sur la vie professionnelle des femmes. Avant d'espérer une politique, on va dire, nationale, est-ce qu'on pourrait envisager la prescription de congés menstruels à titre individuel? Ouais. Mais encore une fois, tu fais ça comment? Tu décris comment? C'est comme l'activité physique. C'est comme dans les études. Il faut décrire la fréquence, l'intensité, le type d'activité. Donc là, les menstruations, comme j'ai dit, il y a autant d'endométriose que de patientes qui sont atteintes d'endométriose. Donc oui, un congé menstruel, est-ce qu'on va le faire sur tous les mois? Est-ce que à quelle hauteur? De combien de temps? Mais si on fait un congé menstruel, ça veut dire que ça va avoir un impact aussi sur la qualité de vie personnelle, sexuelle aussi. Enfin, c'est pas simple. C'est extrêmement, comme l'endométriose est extrêmement personnalisée. La mise en application d'un congé menstruel, c'est-à-dire que c'est nous qui allons prescrire l'arrêt. Mais moi, je préférais d'abord qu'on me dise comment je prescris de la kiné pour que la professionnelle à qui je confie la patiente sur un point que je ne connais rien, c'est la kiné, me dise « Ok, moi, je vais te la prendre en charge, ta patiente. » Si je lui fais un arrêt de travail, ok, on peut faire des arrêts de travail. Ça a des conséquences aussi. Mais arrêt de travail, la durée, comment je justifie? Si la nana, elle vient te voir en disant « Bon, j'ai mal, je voudrais un arrêt », t'arrêtes tout le monde. Là, tu déplaces ton rôle de médecin. Et donc, du coup, il faut plus axer sur la prévention. Parce que c'est 20% des femmes, enfin 10 à 20%. Voilà, je pense que le problème, il faut déjà le prendre à la source. C'est prévenir des douleurs pour éviter les conséquences professionnelles. Et puis Anne, peut-être on peut se rejoindre là-dessus, peut-être juste un peu de bienveillance avec les personnes qui expriment des douleurs dans nos différentes organisations. On peut peut-être déjà commencer par ça. Merci à vous toutes. Merci d'avoir suivi cette 3e séance plénière du colloque Sport Santé au féminin 2024, co-organisé par le réseau Sport Santé, l'ARS, l'URPS Sage-Femme et la Dragesse de Bourgogne-Franche-Comté. Retrouvez dans un autre podcast la table ronde autour de l'endométriose et de l'activité physique adaptée.